République, l'émission politique de Judaïque FM, présentée par Alexis Lacroix, directeur délégué de la rédaction de l'Express. Francis Khalifa, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir en ce vendredi dans l'émission Affaires publiques. Vous êtes un habitué de nos chaînes, mais néanmoins c'est un grand plaisir et un grand honneur de vous avoir aujourd'hui, dans un contexte politique français, israélien particulier, dans un contexte idéologique aussi particulier. Alors on va commencer, si vous voulez, par une question d'actualité aussi. La loi Avia, réprimant l'expression d'opinion raciste, mais surtout négationniste sur la toile, est vivement critiquée par un certain nombre de personnalités françaises. J'en veux pour preuve l'interview donnée cette semaine au magazine L'Express par le juriste et avocat François Sureau. Il critique vertement cette loi, il la considère comme liberticide. C'est votre opinion ? Non, je dois vous dire qu'au contraire, moi je salue avec beaucoup d'intérêt cette loi, même si elle ne répond pas à tout. C'est une belle avancée pour lutter justement contre la haine et l'antisémitisme qui se déversent sur Internet et qui est un véritable fléau. Donc moi je crois au contraire qu'il faut maintenant, il faut aller encore plus loin. Il faut que cette loi puisse intégrer à un certain moment la haine d'Israël aussi, parce que nous savons que c'est aujourd'hui un des facteurs essentiels. Alors la haine d'Israël, la détestation d'Israël, comme dit Finkielkraut dans son nouveau livre, c'était au cœur de la dernière, la 34e convention du CRIF et aussi du dîner annuel du CRIF. Vous avez reçu, vous, Francis Khalifa, le président de la République, Emmanuel Macron. Vous l'avez notamment interpellé sur ces points-là et il s'est engagé effectivement à renforcer l'arsenal en prenant exemple d'ailleurs sur le modèle allemand. C'est dans la bonne direction qu'il faut aller. En ce qui concerne le président de la République, oui, bien sûr, puisque il a endossé cette fameuse définition de l'IHRA, qui est donc l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Absolument. Et qui justement donne une définition de ce qu'est l'antisémitisme et qui inclut cette détestation et cette haine d'Israël. Et donc, je crois que c'est important. La France l'a endossé, bien évidemment, par la voix du président de la République lors du dîner du CRIF. Mais ce que nous attendons maintenant, c'est qu'on aille encore plus loin et que l'Assemblée nationale puisse adopter cette résolution qui lui a été proposée, qui va lui être proposée à nouveau par le député Sylvain Maillard, et que l'Assemblée nationale adopte une résolution et que l'Assemblée nationale adopte la résolution de l'IHRA et la définition de l'antisémitisme de l'IHRA, et que ça pourrait être et je crois que c'est important. C'est important parce que ça va pouvoir donner un cadre, aux magistrats, aux professeurs et aux policiers. Et est-ce que vous avez l'impression que les tirs de barrage que suscite la motion de Sylvain Maillard, ainsi que l'initiative plus globale de Laetitia Avia, sont une sorte de répétition générale, tardive, des tirs de barrage qu'avait connu la loi Guesso au moment de sa promulgation? Écoutez, l'analogie est bonne. Vous vous retrouvez dans l'analogie. Oui, l'analogie est bonne, mais néanmoins, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que la parole du président de la République doit engager sa majorité. Et le président de la République a endossé au nom de la France cette résolution. Il appartient maintenant à sa majorité et à l'ensemble de sa majorité de respecter la parole du président de la République et de s'engager justement dans l'adoption de cette résolution, parce que notre pays en a besoin, notre République en a besoin. Alors beaucoup de voix s'élèvent. Dans la majorité aussi, il y en a certaines, en tout cas des compagnons de route de la majorité, qui disent « Attention, on va entrer dans une société où on n'aura plus le droit de rien dire, on peut pas s'ingérer dans l'intimité des pensées de chacun ». Qu'est-ce que vous répondez à ce type d'argumentaire ? Tout simplement que l'antisémitisme n'est pas une opinion. Ce n'est pas une opinion, et tout comme le racisme d'ailleurs, ce ne sont pas des opinions, et donc on doit sanctionner tout ce qui est antisémitisme, tout ce qui est racisme, tout ce qui est homophobie dans notre pays, parce que sinon, justement, c'est à ce moment-là, justement, que l'expression perd son sens. Alors, justement, Francis Khalifa, d'après vous, tous ceux qui se récrient contre ce renforcement de l'arsenal juridique et administratif qui est en train d'être mis en place par l'actuelle majorité contre l'expression de l'antisémitisme et du négationnisme,
ils sont victimes de quoi? Ils sont victimes d'une forme de relativisme moral. Ils sont, non, mais je crois ils sont des complices objectifs sans le savoir de l'antisémitisme. Qu'est-ce qui leur arrive à tous ces gens? Mais moi, je crois d'abord qu'il y a une campagne très forte qui a été menée vers les députés au moment où cette résolution devait être présentée en mai dernier. La résolution Avia. Non, la résolution de Maillard. Et une offensive très forte qui a été menée par tous les tenants de l'extrême gauche française, par tous les tenants du BDS, par tous ceux qui considèrent que Israël n'a pas le droit d'exister aujourd'hui. Cette mouvance-là a mené une offensive très forte contre les députés, vers les députés français, pour justement créer le doute dans leur esprit en mettant en jeu justement cette liberté d'expression, cette liberté de critique de la politique de l'État d'Israël, alors que la question ne se pose pas du tout. Alors vous dites c'est l'extrême gauche. L'extrême droite n'a pas sa part aussi dans cette attaque concertée contre... Mais parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron, lors du 34e dîner annuel du CRIF, a clairement exprimé, comme l'avait fait d'ailleurs en son temps le Premier ministre Manuel Valls, que l'antisionisme était la forme contemporaine et renouvelée de l'antisémitisme. C'est une avancée, hein. Jamais un président de la République ne l'avait dit aussi clairement. Et donc, immédiatement, ces propos ont fait l'objet de sévères critiques dans un arc idéologique, pour aller très vite, hein, allant de la France insoumise à Bruno Gollnisch. Oui, tout à fait. Mais alors, je vais vous dire, j'ai souvent l'habitude de renvoyer dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche dans énormément de domaines. Mais là, force est de constater que ceux qui sont aujourd'hui, qui font un tir de barrage contre contre cette résolution, contre l'adoption de cette résolution, ça reste l'extrême gauche, tous les tenants du BDS d'ailleurs et tout leur soutien, pour qui justement, qui sont dans cette négation de l'État d'Israël et pour qui Israël est un épisode de l'histoire qui est appelé à disparaître. Et c'est contre eux, et c'est pour cela d'ailleurs que pour répondre à cette campagne très forte qui a été menée vers les députés, j'ai moi-même écrit à chacun des députés pour les alerter, pour leur expliquer les choses, pour leur dire combien il était indispensable que notre pays se dote de ce type d'outils pour pouvoir combattre de façon efficace l'antisémitisme. Et donc chaque député a reçu un document, un courrier de ma part, accompagné d'un document expliquant ce qu'est l'antisionisme et ce qu'est la haine d'Israël, ce qu'est la délégitimation de l'État d'Israël. Alors justement, Francis Khalifa, sans vouloir vous faire trahir le secret des correspondances, est-ce que vous avez eu des échanges par la suite intéressants avec certains députés qui vous ont répondu? Écoutez, les quelques réponses que j'ai reçues à ce jour, parce que vous saviez que nous étions ensuite pendant les fêtes de Rosh Hashanah et que j'ai pas eu le temps encore de dépouiller tout le courrier, mais en tout cas, les quelques réponses que j'ai eues déjà, que l'on m'a transmises, sont des réponses qui vont dans le sens de l'intérêt de voter ce texte et de voter cette résolution. Donc je dois dire que ça me rassure. Maintenant, je crois qu'il faut maintenant que la majorité présidentielle prenne ses responsabilités. Car aujourd'hui, là où les discussions se posent, c'est dans la majorité présidentielle. Et là, je crois qu'il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Il faut savoir si, oui ou non, elles se mettent en opposition avec le président de la République. Et vous pensez qu'il y aura une tentation de certains, au nom d'une compréhension particulière, du libéralisme politique, de dire on veut pas de cette, pour reprendre le lexique qu'ils utilisent, hein, on veut pas de cette société liberticide, de répression de la parole, de répression des opinions. Encore une fois, je suis moi-même contre une société qui pourrait devenir liberticide et qui pourrait réprimer les opinions. Mais force est de constater que l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit qui est sanctionné dans notre pays, donc donnons-nous encore des armes nouvelles pour pouvoir le sanctionner. Alors on vit au rythme des polémiques, des accusations personnelles, souvent extrêmement excessives. On le sait, il y a quelques jours, le grand rabbin de France, Haïm Korsia, a fait l'objet de vives critiques après avoir accepté l'invitation à une conférence organisée par Ghaleb Bencher, qui est un intellectuel musulman, proche du régime saoudien, proche des réformateurs saoudiens. Qu'est-ce que vous avez pensé de la volée de bois vert que s'est attiré Haïm Korsia? Écoutez, d'abord, je voudrais rectifier certaines choses. Je ne qualifierai pas Ghaleb Bencher comme quelqu'un de proche des Saoudiens. Des réformateurs saoudiens. Moi, en ce qui me concerne... C'est pas une insulte, réformateur saoudien. En ce qui me concerne, je crois que c'est surtout un homme de dialogue, un homme qui
peut réinstaller le dialogue entre l'islam et la République et qui peut contribuer, en tout cas, et qui contribuera de toutes ses forces et de toute la force qu'il a, justement pour installer un islam de France dans notre pays. Et je crois que c'est important pour ça. C'était le sens de son initiative consistant à convier le grand rabbin de France. Je crois que cette initiative, qui était une initiative de paix en réalité, puisque c'était de créer une initiative de dialogue, de prendre l'initiative d'un dialogue entre les religions que sont le christianisme, le protestantisme, le judaïsme et l'islam dans notre pays, créer un dialogue entre les différentes religions de notre pays. Je crois que ça part d'un très bon sentiment. Ce qui a fait polémique, c'est l'invitation à cette discussion de la Ligue islamiste mondiale représentée et qui est un organisme qui émane de l'Arabie Saoudite. Donc bon, ça fait polémique. Le grand rabbin a décidé en toute responsabilité de se rendre dans ce forum de dialogue pour la paix qui était ouvert aux différentes religions qui sont dans notre pays. Il a fait ce choix. Je crois que il ne fallait pas laisser la chaise vide de toute façon. Il a fait son choix. Il est critiqué, mais vous savez, quand on fait, on est critiqué, et quand on ne fait pas, on est critiqué aussi. Donc il a pris ses responsabilités, il a fait ce choix, et je pense qu'il a fait en toute conscience, et pour faire avancer le pion de la paix dans notre pays, dans notre société. Alors c'est pas un des dossiers politiques dont vous vous occupez naturellement, parce que la présidence du CRIF n'implique pas ce type de prise de position, mais disons à titre personnel, Francis Khalifa, qu'est-ce que vous pensez de l'alliance saoudienne? Est-ce que c'est une alliance prometteuse, et est-ce que pour Israël, c'est une alliance valable, ou est-ce que vous êtes de ceux qui, au sein du monde juif, aujourd'hui, rejettent avec virulence les Saoudiens? Non, moi je ne rejette pas les Saoudiens dans l'alliance qu'ils ont installée avec l'État d'Israël. Je crois que on peut pas dire de façon quasi constante qu'Israël est entouré que d'ennemis, et lorsque l'occasion se présente, ne pas chercher des amis. Voilà, et de pouvoir trouver des amis, ou au moins des alliés de circonstance, parce que c'est un petit peu le cas aujourd'hui, les rejeter, les refuser. Je crois que ça nous renvoie à cette menace essentielle que représente l'Iran aujourd'hui, pour la région bien sûr, mais pour le monde en règle générale. Et je crois qu'il puisse y avoir aujourd'hui une alliance entre tous ces pays qui sont menacés par l'Iran, directement menacés par l'Iran, qu'il puisse y avoir une alliance, me paraît pas être quelque chose qui fasse qu'il faille comme ça jeter aux gémonies. Par contre, ce que je crois, c'est que les raisons politiques qui peuvent dicter la raison d'État d'un pays, comme peut être l'État d'Israël, dans ses alliances stratégiques, ne sont pas automatiquement pour nous, ne nous sont pas automatiquement imposés. Et bien sûr que nous continuerons à dire que l'Arabie Saoudite doit aller dans une évolution en ce qui concerne les droits de l'homme, les droits de la femme, etc. Donc bien évidemment que dans ce domaine-là, ça ne devient pas un pays particulièrement fréquentable. Il reste ce qu'il est. Je crois qu'on a besoin avant de pouvoir nouer une relation, je dirais, plus forte avec ce type de pays, de les voir évoluer dans le sens, bien évidemment, des droits de l'homme. Sur une échelle de Richter de la nocivité, l'Arabie Saoudite ou les Émirats sont évidemment à un échelon bien plus bas que l'Iran. Bien évidemment, ils sont bien plus bas, mais il ne faut pas pour autant occulter le rôle qu'a eu l'Arabie Saoudite, qu'a le Qatar, etc., dans le domaine du terrorisme. Il faut pas. Alors j'ai parlé au passé en ce qui concerne l'Arabie Saoudite. J'espère que nous qu'on va bientôt pouvoir parler au passé en ce qui concerne le Qatar. Voilà, qu'on va pouvoir parler au passé en ce qui concerne ces pays-là, et que finalement ils vont pouvoir se déconnecter complètement du terrorisme dans lequel qu'ils finançaient à coût de milliards, de milliers de millions de dollars. Alors, Francis Khalifa, la ligne du CRIF, ça a toujours été la défense des principes républicains, l'alliance aussi des consciences républicaines, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur confession religieuse. Est-ce que vous avez sincèrement l'impression, depuis que vous êtes à la tête du Conseil représentatif des institutions juives de France, que le dialogue judéo-musulman progresse réellement, s'approfondit réellement, s'étoffe de nouveaux partenaires musulmans, ou est-ce qu'il est au contraire
critères limités à ceux des hommes de bonne volonté que nous connaissons déjà, que nous aimons, Ghalem Bencher ou Hassan Chalgoumi? Écoutez, moi je crois que ce dialogue judéo-musulman est un petit peu en panne. Je dois vous dire qu'il est un petit peu en panne, tout simplement parce que finalement, nous n'avons pas les interlocuteurs nécessaires et indispensables pour aller au bout de ce dialogue. Parce qu'il existe. Il y a des intellectuels dont on vient de citer leur nom. Ce dialogue existe. Voilà. Je ne peux pas dire. Il y a des hommes comme Abdelwahab Medem jadis ou Mohamed Harkoun qui y étaient prêts. Et aujourd'hui, où est la relève? Je dois vous dire que ce dialogue existe. Et il a toujours existé avec le CFCM, qui est bien évidemment l'organe représentatif des musulmans de France. Il se trouve que ce dialogue qui a toujours existé et qui a toujours été un dialogue qui se faisait, je dirais, dans la convivialité et parfois même dans la fraternité, qui se faisait assez facilement entre les institutions, avait quand même pour difficulté qu'il ne redescendait pas, ce dialogue ne redescendait pas vers la base, et finalement on n'en voyait pas les effets. Il se trouve qu'il y a de nouveaux acteurs aujourd'hui qui rentrent dans ce dialogue, et vous avez parlé de Ghalem Bencher, qui est à mon avis un acteur qui sera pas le seul acteur, mais qui est un acteur essentiel de ce dialogue et qu'il faut encourager. Et vous avez parlé d'intellectuels musulmans également, avec lesquels je crois il faut que ce dialogue s'ouvre également et de façon plus large, et que le dialogue judéo-musulman ne soit plus un dialogue entre le CRIF et le CFCM, mais entre l'ensemble des composantes de l'islam de France et peut-être le CRIF et d'autres organisations juives d'ailleurs qui s'inscrivent aussi dans ce dialogue judéo-musulman. Alors le président de cette radio, Rafi Marciano, a publié récemment un livre consacré à l'histoire du dialogue judéo-chrétien. Il en est où aujourd'hui? Écoutez, le dialogue judéo-chrétien, je dois vous dire, se porte bien. Il se porte bien depuis maintenant un bon moment. Bien mieux que le dialogue judéo-musulman. Oui, parce que nous sommes dit ce que nous avions à nous dire. Et donc, on s'est dit franchement ce que l'on avait à se dire. Et puis, il y a eu des évolutions. N'oublions pas Vatican II, n'oublions pas tout cela, qui ont créé les conditions pour donner à ce dialogue judéo-chrétien le sens nécessaire. Et je crois qu'il est aujourd'hui, nous sommes dans une amitié sincère. Les chrétiens, toutes obédiences confondues, sont les amis des juifs, maintenant sans arrière-pensée? J'irai pas dire toute obédience confondue, amis des Juifs, je crois, amis d'Israël en ce qui concerne une partie de la chrétienté, notamment du côté du protestantisme, c'est un peu plus compliqué, mais je crois qu'on peut parler d'un dialogue judéo-chrétien qui est abouti, qui est fraternel et qui est très amical. Alors, une responsable politique, un peu en veilleuse, mais pas tant que ça, qui fait de l'agite-prop idéologique, qui fait du gramschisme idéologique, qui est Marion Maréchal Le Pen, appelons-la par son vrai nom, prétend être au fond quelqu'un qui défend Israël. Elle l'a dit dans de nombreux interviews qu'elle a consenti à la presse de droite, il faut bien dire. Elle affiche un soutien apparemment, disons inconditionnel, à l'État d'Israël. C'est une nouvelle amie des Juifs, Marion Maréchal Le Pen? En tout cas, c'est comme ça qu'elle veut se présenter. Est-ce que pour elle, c'est une occasion peut-être d'ouvrir encore plus grand les bras que l'avait fait sa tante au niveau du Rassemblement national? Je ne sais pas, et je ne sonde ni les reins ni les cœurs. Ce que vous entendez, c'est la dernière convention de la droite. Ce que je constate, c'est qu'il y a une convention de la droite dans laquelle se sont exprimées des personnalités, et notamment, et je crois que c'est l'occasion qui m'est donnée à ce micro de pouvoir condamner cette expression. Condamner qui? Francis Khalifa? Directement notre ami Zemmour, qui, dans son discours, a fait un discours, c'était une véritable provocation à la haine raciale et à la violence. Et je crois qu'on ne peut pas tolérer, et que la République ne peut pas tolérer ce type de discours. Et je crois qu'on ne peut pas être dans un discours qui est un discours raciste, essentialiste envers les musulmans. Et nous ne pouvons pas, en tout cas, nous juifs, nous ne pouvons pas nous taire. Parce que nous avons connu, nous, ce type de discours par le passé. Et alors justement, l'erreur idéologique de la mouvance que vous décrivez, la mouvance Marion Maréchal Le Pen, est-ce que ça n'est pas d'annuler une distinction essentielle pour tous les antiracistes, tous les démocrates, qui est la distinction qui doit être faite entre l'islam, qui est une religion respectable, de paix, d'amour,
et l'islamisme, qui est son dévoiement politique. Mais je crois que c'est toute la confusion qui est entretenue justement par cette mouvance-là, c'est d'entretenir la confusion entre islam et islamisme. Il trace un signe d'égalité entre l'islam et l'islamisme. Ils ont fait une confusion. Voilà. D'où la formule du polémiste Éric Zemmour que vous rappelez. Il parle en France actuellement d'une alliance de la djellaba et de la kalachnikov, comme s'il n'y avait pas de différence entre un musulman pieux qui va à la mosquée et un tueur stipendié par Daesh. Il est comme toujours dans des outrances de langage qui sont insupportables. Elles sont insupportables parce que elles créent des dégâts. Elles créent des dégâts dans les esprits et elles peuvent créer des dégâts sur le terrain, des dégâts physiques, parce que ça peut encourager des esprits faibles à des actes condamnables. Mais alors, l'extrême droite, si on élargit la focale plus largement, hein, pas seulement Marion Maréchal Le Pen, mais les autres branches de l'extrême droite, elles luttent aujourd'hui, j'allais dire avec le CRIF, activement contre l'antisémitisme, contre sa propagation dans les territoires perdus de la République, en Seine-Saint-Denis, ou bien, au contraire, elle en est secrètement complice. Quelle est votre position là-dessus? Je veux dire, en ce qui nous concerne, de toute façon, nous ne faisons aucun combat avec l'extrême droite. Non, mais bien sûr. Mais eux prétendent lutter contre l'antisémitisme. Vous savez, je vais vous dire... Vous savez qu'ils prétendent lutter contre l'antisémitisme. Oui, c'est ce qu'ils déclarent. Voilà, c'est ce qu'ils déclarent. Mais je crois que lorsque l'on veut lutter contre l'antisémitisme, il faut être capable aussi de lutter contre le racisme et contre la xénophobie. On ne peut pas lutter contre l'antisémitisme si on ne lutte pas contre ces deux fléaux que sont également le racisme et la xénophobie. Et aussi l'homophobie d'ailleurs, je dois vous le dire. Donc on voit bien qu'il y a un calcul politique derrière tout ça, et c'est un calcul, je crois, qui finalement n'a pas eu les résultats escomptés, parce que nous avons bien vu, alors que les tentatives de séduction de la communauté juive de la part de Marine Le Pen ont été multiples et nombreuses dans les périodes. Il y a un livre d'ailleurs qui a été publié par deux anciens responsables de l'Union des étudiants juifs de France, qui est très intéressant sur le sujet. Qui s'appelle La main du diable. La main du diable. Et ce livre nous montre bien que toutes ces tentatives finalement de séduction politique de l'extrême droite vers la communauté juive ont été finalement n'ont pas eu le résultat escompté, et que la communauté juive, dans sa globalité, est restée dans le sillon républicain et ne se laisse pas tenter par les extrêmes, car elle sait que répondre aux sirènes de l'extrême droite aujourd'hui, c'est de toute façon s'attendre à un retour très grave de manivelle et un retour du bâton qui sera cette fois contre la communauté juive. Donc il s'agit maintenant, ce que je constate, c'est que cette apparition de Marion Maréchal, et on peut plus dire Marion Maréchal Le Pen, parce que elle-même a décidé d'aller au bout de la dédiabolisation qu'a entamé sa tante au niveau du Rassemblement national, en supprimant Le Pen de son nom. En même temps, elle va au bout peut-être de la dédiabolisation sur le plan sémantique ou nominal, ou bon. Mais en même temps, la Convention de la droite ne participe pas spécialement d'un recentrage du Front National, c'est le moins qu'on puisse dire. Au contraire, on a le sentiment qu'elle veut, pour lutter contre cette dédiabolisation, que finalement, telle qu'elle a été installée par Marine Le Pen. Ça lui convient pas. Ça ne lui convient pas. Pourquoi? Parce que finalement, l'ensemble de la droite aujourd'hui, et j'ai envie de dire, y compris de la majorité présidentielle, sur les thèmes fétiches que sont ces thèmes de l'immigration, finalement, ont pris à cœur de traiter ces sujets. Donc il n'en reste plus rien. Ils n'ont plus grand-chose. Mais alors ils ont quoi? Ils ont le pétainisme. Ils ont l'héritage du maréchal Pétain. Ils vont revenir à leurs fondamentaux. Ils reviennent à leurs fondamentaux. Ils vont aller progressivement. Vous pensez qu'ils iront un jour refleurir la tombe du maréchal Pétain sur l'Île-Dieu? Oh oui, ça c'est pas ce qui me surprendrait le plus. Mais on voit bien qu'il y a un retour aux fondamentaux de l'extrême droite aujourd'hui, et on voit que le Rassemblement national commence à se refermer sur ses fondamentaux pour garder justement sa base électorale. Et là, on a une Marion Maréchal qui arrive derrière pour réaffirmer des valeurs de droite très fortes, des valeurs d'extrême droite très fortes. On sait, Francis Khalifa, vous avez raison, derrière Marion Maréchal Le Pen, appelons-la par son vrai nom, il y a un certain nombre d'intellectuels, on peut les appeler comme ça, d'éditorialistes. Il y a notamment le magazine L'Incorrect. Il joue un rôle idéologique particulier, d'après vous, dans cette nouvelle matrice idéologique? Il joue au moins le rôle de la diffusion, puisque c'est un magazine, donc il joue au moins ce rôle de la diffusion, de faire pénétrer ces idées de cette
cette extrême droite dédiabolisée comme l'a voulu Marion Maréchal, de la faire pénétrer la société à travers la diffusion. Et je crois que c'est ça le véritable rôle. C'est le vecteur qu'avait du mal à trouver Marine Le Pen, justement, puisque le seul véhicule de l'extrême droite jusqu'à présent qui arrivait à pénétrer un petit peu les esprits, même s'il a un tirage très limité, c'était Minute, à travers ses outrances, etc. Mais on voit bien que là, on se positionne dans un autre cadre. On se positionne dans un autre cadre et on essaie de travailler non plus sur les outrances, mais sur les idées de l'extrême droite. Et là, je pense qu'on est sur un mouvement qui va se développer avec une ambition bien évidemment électorale, Quoi qu'on en dise et quoi qu'elle s'en défende, il est évident que derrière il y a une ambition électorale, parce que le combat des idées doit se concrétiser par le combat électoral, sinon il n'a aucun sens. Et donc on voit bien aujourd'hui quel est le danger. Alors on voit quel est le danger. Est-ce que vous pensez que tout le monde à droite, parmi nos auditeurs, tous les électeurs de la droite, qui sont des gens respectables, qui sont des gens à qui le CRIF a vocation à s'adresser, ont bien saisi le danger de ce que vous décrivez? Au fond, je traduis votre pensée, Francis Khalifa, mais comme un brouillage des cartes progressif. Moi, je ne cesse de rappeler à chaque fois que l'occasion m'en est donnée une petite phrase simple. C'est que les ennemis de nos ennemis ne sont pas automatiquement nos amis. Nos auditeurs comprendront ce que vous voulez dire. Et je crois que c'est ce qui est important aujourd'hui. Ne nous laissons pas séduire par des discours qui nous paraissent à très très brève échéance, des discours qui semblent répondre à certaines de nos préoccupations, car très vite, nous allons nous rendre compte que finalement, nous allons devenir, nous, les préoccupations de ces gens-là. Alors, il nous reste 1 minute, Francis Khalifa. Un mot quand même sur l'exécutif actuel, sur les équipes au pouvoir et notamment sur le ministre de l'Intérieur. Vous êtes satisfait de la manière dont, depuis que les macroniens sont au pouvoir, la lutte contre l'antisémitisme est menée au quotidien dans tous les territoires de France? Écoutez, moi je crois qu'il y a une constance. Moi, je crois sincèrement qu'il y a une constance depuis de nombreuses années, et quelle que soit la couleur politique des gouvernements. Une continuité entre les présidences. Il y a une continuité. Sarkozy, Hollande, aujourd'hui Macron. Et une constance dans la lutte contre l'antisémitisme et dans la sécurité qu'il est indispensable d'apporter à la communauté juive. Ce que je constate, c'est que malgré cette constance, malgré les efforts, malheureusement, je constate que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Francis, nous sommes dans les Yamim Noraïm, ces journées de réflexion et d'introspection pour chacun d'entre nous. Quel message d'espérance vous voudriez délivrer à tous nos auditeurs? Mais écoutez, moi, le seul message et qui me paraît le plus important, au-delà de vœux exceptionnels, d'une année exceptionnelle, ça serait surtout que l'ensemble des Juifs de France puissent retrouver le chemin de la sécurité dans leur pays. Et cela dans tous les quartiers, quelles que soient les rues et les quartiers dans lesquels ils vivent. Je crois que c'est ça qui est important. On a besoin aujourd'hui d'une sécurité retrouvée pour l'ensemble des Juifs de France, quels que soient les lieux où ils vivent. Puisse votre vœu être exaucé en cette année 5780 qui commence. Merci infiniment, Francis Khalifa, d'être venu à Judaïque FM. Merci à vous. Affaires publiques, l'émission politique de Judaïque FM, présentée par Alexis Lacroix, directeur délégué de la rédaction de l'Express.